Décrire les traits dominants de l'identité nobiliaire de l'Ancien Régime au XIXe siècle conduit à poser deux questions qui guideront cette conférence. Y a-t-il rupture ou permanence de l'identité nobiliaire quand sous l'Empire est créée une nouvelle noblesse? C'est la première question. Et que devient l'identité nobiliaire en France après 1848, date à laquelle la noblesse perd définitivement son identité juridique? C'est la seconde question. Mais commençons par évoquer une figure haute en couleur du XVIIe siècle, Bussy-Rabutin. Né en 1618 et mort à 75 ans, en 1693, Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, est l'héritier d'une très vieille famille de la noblesse bourguignonne. Après de bonnes études chez les jésuites d'Autun, puis au collège de Clermont, il entre dans l'armée dès 1634 à 16 ans. Il est officier dans les armées de Condé, du prince de Conti, puis de Turenne, qui combattent contre l'Espagne, sur les frontières nord et nord-est de la France et en Catalogne. Mais Louis XIV ne l'aime pas. Sa plume lui attire les foudres royales. Dès 1654, à 36 ans, il a publié une impertinente chronique de la cour. Il est libertin, il est vaniteux, il a l'esprit vif et moqueur, ce qui lui vaut d'être apprécié dans les salons pour ses reparties piquantes et même d'être élu à l'Académie française en 1665. En cette même année, Louis XIV brise sa carrière. Non seulement Bussy-Rabutin médit outrageusement sur les mœurs de la cour, sur le roi et sur la famille royale, mais aussi, pour amuser sa maîtresse, la marquise de Montglat, il a écrit une histoire amoureuse des Gaules, un roman satirique, imité du Satyricon de Pétrone, dans lequel il se fait l'observateur sarcastique d'intrigues amoureuses impliquant des personnages de la cour. Le manuscrit n'est pas destiné à être publié, mais il circule et il a beaucoup de succès. Aussi, quelques mois après avoir été reçu à l'Académie française, Bussy-Rabutin est emprisonné à la Bastille pendant 1 an et privé de sa charge militaire. Il n'est autorisé à sortir de prison que pour se retirer dans son château bourguignon, à Bussy, acheté par son grand-père, ce château de Côte d'Or, qu'on appelle aujourd'hui le château de Bussy-Rabutin, et qui est un magnifique château ouvert au public. Il y passe 17 années d'exil. En 1683, le roi lui pardonne et l'autorise à revenir à Versailles, mais Bussy-Rabutin est déçu par l'accueil de la cour. Il ne fait plus que de courts séjours à Paris et meurt à Autun en 1693. À la Bastille, il avait commencé à écrire ses mémoires qui sont publiés 3 ans après sa mort en 1696 par ses enfants. Ces mémoires sont une réponse à sa disgrâce et à sa punition. Ils sont un témoignage sur l'époque. Ils permettent aussi d'appréhender l'éthos aristocratique. Voici l'incipit de ses mémoires. Lorsque j'entrai dans le monde, ma première et ma plus forte inclinaison fut de devenir honnête homme et de parvenir aux grands honneurs de la guerre. Cette phrase souligne d'emblée que la noblesse se distingue de la roture par 2 qualités. La vertu, devenir honnête homme, ce qui signifie que la noblesse est avant tout de l'âme, qu'elle impose des comportements moraux, et donc n'est pas seulement l'appartenance à un ordre. Au XVIIe siècle, la vertu se confond avec l'idéal de l'honnête homme, qui se situe dans la modération, le juste milieu, le respect des autres. Ce n'est pas vraiment le cas de Bussy-Rabutin qui aime la médisance et l'insolence. Cette phrase souligne aussi l'importance du devoir de porter les armes. Parvenir aux grands honneurs de la guerre, écrit Bussy-Rabutin. Notre héros sait que le roi ne peut rien lui reprocher sur le chapitre du dévouement et de la vaillance et de la bravoure.
Dans ses mémoires, il fait le récit détaillé de ses campagnes et de l'exercice de ses charges militaires pour mieux faire éclater l'injustice dont il est victime et l'ingratitude du roi. Il a servi le roi, il considère que celui-ci a une dette de principe à son égard pour le sang versé. En 1636, Bussy-Rabutin a 18 ans, il sert le roi depuis 2 ans, et son père, sur le point de mourir, lui donne ces 3 conseils. La crainte de Dieu, le soin de son honneur plus que de sa vie, le service du roi. Cette ultime recommandation du père mourant à son fils insiste sur 3 points essentiels. Le respect et le dévouement à Dieu d'abord. Dès ses débuts, en effet, la noblesse s'est distinguée non seulement par la carrière des armes, mais aussi par la défense de la religion. Au cours du Moyen Âge, l'éducation aristocratique a de plus en plus développé à la fois les qualités d'homme de guerre et de chrétien. Les nobles attachent leur nom aux abbayes qui se multiplient dans le grand élan des mouvements monastiques réformateurs des XIe et XIIe siècles. Les chartes de dons à des abbayes sont d'ailleurs les documents les plus anciens dont disposent les familles d'origine immémoriale, Harcourt, Choiseul, Castelane, Rohan et bien d'autres, pour retracer les débuts de leur filiation. L'esprit de chevalerie, inséparable de la foi, a encouragé la noblesse à servir Dieu, non seulement par la prière, le don aux pauvres et aux églises, mais aussi par la mort au combat. L'engagement chrétien de la noblesse s'est manifesté par sa participation massive dans les croisades. La France est le pays d'où sont partis le plus grand nombre de croisés. Passé l'enthousiasme pour la réforme, la noblesse, contrainte par l'autorité royale à rentrer dans le giron de l'Église catholique, a soutenu la contre-réforme. À l'époque de Bussy-Rabutin, les guerres de religion sont encore récentes. Son père a combattu les Huguenots en Languedoc sous Louis XIII. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, nombreuses sont les initiatives nobles témoignant d'une foi sincère. Soutien à Saint-Vincent de Paul lorsqu'il crée des confréries de charité, en recrutant dans la meilleure aristocratie, participation à la construction d'églises, dons à des œuvres charitables au service des pauvres et des malades. Une autre preuve de l'engagement de la noblesse aux côtés de l'Église est sa présence multiséculaire et massive dans l'ordre de Malte. La crainte de Dieu astreint le noble à une certaine modestie. Il ne doit pas se soustraire à l'autorité de Dieu. Là encore, Bussy-Rabutin, qui est un libertin, ne brille pas par sa piété. Et peut-être est-ce pourquoi son père, avant de mourir, le rappelle à l'ordre. Seconde recommandation, être attentif à son honneur. Un noble s'inscrit toujours dans une filiation et un lignage. Dès lors, défendre son honneur, c'est avant tout défendre l'honneur de sa famille, l'honneur de sa maison, et c'est en cela que l'honneur est plus important que sa propre vie, comme le rappelle le père de Bussy-Rabutin à son fils. Le lignage prime sur le seul individu. Enfin, servir le roi, c'est rappeler, là encore, la vocation militaire de la noblesse. Depuis le début de son histoire, elle forme une classe de milites, c'est-à-dire de combattants. Bussy-Rabutin ne cesse de rappeler son engagement militaire, 27 années de service à la guerre, et sa charge de maître de camp général de la cavalerie légère. Il exerce des fonctions au nom du roi et lui doit donc fidélité, loyauté et dévouement. Sa conduite sur ce point est irréprochable. Ces 3 conseils soulignent combien les idéaux chevaleresques influencent encore fortement les mentalités nobiliaires au XVIIe siècle.
La chevalerie a structuré la noblesse au sein du système féodal. Elle lui a légué aussi son cortège de valeurs, les idées d'honneur, de dignité et de rang, et avec elle le goût de l'endurance physique et morale, le réflexe de la maîtrise de soi et du service à autrui, l'appétence pour la transcendance spirituelle. Longtemps, la chevalerie a été décrite comme une réalité sociale déclinante à mesure qu'a progressé la puissance de l'État et que s'est transformé l'art de la guerre. La monarchie, en devenant absolue, aurait substitué l'obéissance à l'héroïsme. Et l'essor des infanteries et des cavaleries légères aurait remplacé la prouesse individuelle par la discipline. En réalité, la noblesse n'a jamais cessé de puiser son modèle d'éducation et ses rêves d'héroïsme dans la chevalerie. C'est là que s'enracine son éthique militaire, fondée sur le courage, la fidélité aux serments échangés, le sens de l'honneur. Certes, une mutation de l'identité nobiliaire s'opère bien au début du XVIIe siècle. Au gentilhomme de la Renaissance, combattant valeureux, un peu rustre, succède l'aristocrate cultivé de l'âge classique, l'honnête homme, cultivé et poli. La figure du chevalier sur le champ de bataille, héritier de la conception féodale de la noblesse, s'estompe donc au profit de celle du gentilhomme, dont l'appartenance au second ordre est déterminée par la naissance et non plus par des actes personnels de vertu et par un métier, celui des armes. Cette évolution s'accorde avec l'absolutisme naissant, qui érige le pouvoir monarchique en seul dépositaire de la violence légitime et qui dévalorise l'éthique de la valeur guerrière, hors le service dans l'armée royale. Toutefois, l'idéal chevaleresque est loin d'avoir été asphyxié par la centralisation et la rationalisation de l'État. Il demeure un modèle dynamique au sein de la culture nobiliaire. La noblesse d'épée continue à puiser dans la chevalerie un système de valeurs, des marques identitaires et une définition de l'excellence sociale alliant la naissance, le courage guerrier, l'honneur chevaleresque et l'exemplarité morale. Pour cette noblesse d'épée, l'enjeu est triple. Elle a besoin, à partir du XVIIe siècle, de répondre aux critiques croissantes sur son utilité sociale. Elle a besoin de marquer sa différence et sa liberté. Et enfin, elle veut tenir à distance les élites montantes, les nouvelles élites du négoce et de la robe, de la noblesse de robe. La question de la soumission de la noblesse au pouvoir royal reste toutefois un sujet épineux. Si le noble porte en lui l'héritage de la chevalerie, il revendique aussi d'être un homme libre. Noble et né libre sont synonymes à la fin du Moyen Âge. Et c'est cette liberté que revendiquent particulièrement Bussy-Rabutin et les libertins. Or, l'histoire de la France capétienne est celle du renforcement de l'autorité royale au détriment des seigneurs qui, par la féodalité, avaient acquis une autorité indépendante. Cette histoire commence, pourrait-on dire, avec Louis VI le Gros et Sugère, qui, au XIIe siècle, affranchissent les communes pour affaiblir les grands fiefs. C'est donc sans surprise que se succèdent les révoltes nobiliaires, souvent orchestrées par de grands feudataires, supportant mal la volonté des Capétiens de réunir à la couronne leur territoire, d'étoffer l'administration royale, de contrôler leurs vassaux
et de les contraindre à renoncer aux guerres privées. La politique de renforcement du pouvoir royal finit par triompher au détriment de la noblesse, dont l'ultime sursaut est la fronde. La noblesse est contrainte d'accepter le démantèlement de ses châteaux, qui cessent d'être des centres de pouvoir politique et militaire, et faute d'autres solutions, beaucoup de hauts lignages se rallient aux souverains. Ils ne songent plus dès lors qu'à s'insérer dans l'entourage du roi en préservant leurs privilèges. Ils substituent donc la notion de service à la fidélité vassalique et participent ainsi à la construction de l'État moderne. Louis XIV préfère appeler des bourgeois au gouvernement, à la désolation de Saint-Simon, mais il confie à la haute noblesse des responsabilités militaires et diplomatiques. Les lignages les plus fidèles et les plus efficaces dans leur influence politique ou leur commandement de places fortes sont récompensés par la dignité de duc et pair, la plus haute dignité en France. Sous Henri II, les Montmorency la reçoivent en 1551, sous Charles IX, les Crussol d'Uzès en 1665, sous Louis XIII, les Brissac et les Luynes en 1611 et 1619, puis les La Rochefoucauld en 1622, et sous Louis XIV, les Gramont, les Mortemart, les Noailles, en cette même année 1663, les Harcourt en 1710. Le roi Soleil, qui a gardé de la Fronde un affreux souvenir d'enfance, veut, pour mieux réduire la noblesse, la grouper autour de sa personne, en un lieu choisi par lui, Versailles, qui est non seulement sa résidence permanente, mais aussi le centre administratif de la royauté. Ce château a un double objectif politique. D'abord, élever le monarque au-dessus de son entourage par un cérémonial centré sur sa personne, et ensuite domestiquer la noblesse en la déracinant de ses clientèles locales et en la rendant plus dépendante financièrement du pouvoir royal. C'est par son assiduité à la cour qu'un noble gagne l'estime du monarque. Sa première obligation est d'être vu ou de tenter d'être vu par le roi, qui seul accorde les nominations, les emplois et les faveurs. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la haute noblesse mobilise les hautes charges de l'armée, de la maison du roi, de l'État. Les Gramont, par exemple, détiennent héréditairement la charge de colonel des gardes françaises jusqu'à la Révolution, celle de grand panetier de France est chez les Cossé-Brissac, celle de grand maître de la garde-robe chez les La Rochefoucauld, celle de gouvernante des enfants de France chez les Rohan, celle de capitaine des gardes du corps du roi chez les Noailles. Mais la noblesse est dépossédée de son pouvoir politique civil. Sa perte d'influence est d'autant plus grande qu'à la différence de la noblesse anglaise, elle est dépourvue d'un pouvoir politique institutionnalisé. L'échec des États généraux, qui ne se réunissent plus en France de 1610 à 1789, l'échec des États généraux à s'imposer vis-à-vis du pouvoir royal empêche la création, dont rêvait Saint-Simon, d'une chambre des lords à la française, recrutant dans l'ancienne noblesse. Au contraire, la construction de l'État moderne favorise l'essor d'une noblesse de robe qui contrôle la législation royale au sein des parlements et s'acharne à brider les pouvoirs de l'ancienne noblesse. Arrive la Révolution, qui marque une rupture institutionnelle et juridique majeure dans l'histoire de la noblesse. Deux dates résument son anéantissement. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée, après les interventions enthousiastes du vicomte de Noailles, le beau-frère de Lafayette,
et du duc d'Aiguillon, pourtant la seconde fortune de France après celle de la couronne, décrète la fin du régime féodal et la suppression des privilèges. L'année suivante, le 22 juin 1790, Louis XVI signe le décret qui abolit pour toujours la noblesse, en même temps qu'il supprime les titres, les armoiries et les ordres de chevalerie. Napoléon souhaite ardemment créer une noblesse impériale, mais il est conscient du poids des préjugés antinobiliaires. C'est pourquoi il s'est toujours défendu d'être un faiseur de nobles et maintient l'abolition de la noblesse. Aussi ne crée-t-il pas une noblesse légale, et il se contente de distribuer des titres nobiliaires qui sont de simples distinctions honorifiques. Le titulaire d'un titre d'empire ne jouit d'aucun avantage au regard de la loi, et le principe de l'égalité successorale est maintenu. Cette égalité successorale, instaurée par la Révolution, est confirmée par le Code civil. Toutefois, pour permettre aux titulaires successifs de tenir leur rang, est institué le majorat. Afin de rendre le titre transmissible, le titré doit lui affecter des biens inaliénables et indivisibles, attachés à la possession du titre et transmis avec lui au fils aîné. Napoléon est bien conscient du danger que représente, pour l'avenir des familles, la fragmentation des propriétés par l'égalité successorale. Enfin est créé un conseil du sceau, héritier des généalogistes royaux, chargé de se prononcer sur les demandes relatives aux titres. 3263 titres ont été concédés par Napoléon entre 1808 et 1814. Il ne subsiste aujourd'hui que 240 familles descendantes de ces titrés d'empire. Signalons qu'un quart des titres ont été décernés à des membres de l'ancienne noblesse et que 59% des titrés d'empire sont des militaires, ce qui leur confère une origine comparable à celle de la noblesse d'épée. Comment la noblesse d'Ancien Régime, qui a un attrait naturel pour la carrière des âmes, serait-elle restée indifférente aux actions militaires glorieuses des généraux et des maréchaux? C'est le réflexe militaire qui a incité beaucoup de nobles d'Ancien Régime à servir dans la Grande Armée. Et cette origine militaire de la noblesse d'Empire, à laquelle s'ajoute certes la fortune alléchante des maréchaux, explique beaucoup d'alliances entre ancienne et nouvelle noblesse dès les premières décennies du XIXe siècle. Louis XVIII veut clore la parenthèse révolutionnaire et réconcilier les deux France. Il réalise l'amalgame entre noblesse d'Ancien Régime et titrés d'Empire. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens, tel est l'article 71 de la Charte de 1814. Louis XVIII ressuscite donc la noblesse d'Ancien Régime, qui avait disparu depuis le fameux décret signé par Louis XVI, et en même temps, il anoblit les titrés d'Empire. En anoblissant collectivement les décorés de l'Empire, qui n'étaient jusqu'à présent que des détenteurs de titres, Louis XVIII est ainsi le véritable fondateur de la noblesse d'Empire, qu'il agrège à celle d'Ancien Régime. Précisons bien sûr que l'égalité civile, conquête fondamentale de la Révolution, n'est pas remise en cause. La noblesse ne jouit d'aucun privilège. Elle est seulement une élite sociale reconnue par la loi. La Seconde République, dans l'un de ses premiers décrets, daté du 29 février 1848, abolit la noblesse et les titres, ce que confirme l'article 10 de la Constitution de novembre 1848.
En 1852, Napoléon III ne revient pas sur l'abolition de la noblesse, mais il rétablit les titres ainsi que le conseil du sceau des titres. Cette réglementation de 1852 n'a jamais été abrogée, car ni les titres ni la noblesse n'ont plus fait depuis l'objet d'aucun texte législatif. La noblesse en France est donc dans une situation paradoxale. Elle n'a plus d'existence légale. Il n'y a plus en France de nobles, mais seulement des descendants de la noblesse. Mais pourtant, le législateur reconnaît toujours l'existence des titres à condition qu'ils aient été dûment enregistrés. Au XIXe siècle, la noblesse n'est donc plus que la survivance d'un monde révolu. La Révolution a définitivement inscrit dans la loi l'absence de droit dérogatoire et, en 1815, elle ressuscite mais ne dispose plus d'aucun privilège. Elle perd son existence juridique en 1848. Elle se retrouve donc face à cette alternative, s'ériger en caste tournée vers le passé ou se fondre dans le monde des notables. Elle trouve une troisième voie. Elle renforce ses racines terriennes pour affirmer sa mémoire lignagère et son identité culturelle, mais elle s'efforce de s'intégrer à la société post-révolutionnaire. Son objectif est de rester concurrente des nouvelles élites sans renier son legs historique et ses traditions. Notons que sa spécificité historique demeure une réalité pour l'opinion publique. En témoigne la persistance des prétentions aristocratiques des bourgeois qui adoptent son mode de vie et inventent une particule. De nombreux romanciers du XIXe siècle s'amusent des usurpations de titres ou des usages trompeurs de la particule. La noblesse, elle sait qu'elle doit désormais faire la preuve de sa valeur. Dans les campagnes, elle maintient sa présence séculaire grâce à sa richesse foncière, à ses activités sociales, à ses liens avec l'Église. Au XVIIIe siècle, les nobles ne résidaient à la campagne que par obligation ou par souci d'économie. Et la haute noblesse préférait la vie urbaine, à Paris ou à Versailles, construisait de magnifiques hôtels à Paris et séjournait peu dans ses châteaux, dont elle confiait la gestion à ses intendants. Au XIXe siècle, les nobles séjournent à la campagne par choix. Plus austères que leurs ancêtres, plus conscients de leurs devoirs, ils habitent la campagne pour goûter aux douceurs de la vie champêtre, mais aussi pour reprendre les traditions oubliées par la génération précédente. Ils sont encore plus nombreux après 1830, avec le repli des légitimistes sur leur domaine. C'est un des paradoxes du XIXe siècle. La Révolution détruit les fondements juridiques de la seigneurie, mais ouvre l'âge d'or des châteaux français. Jusqu'à la Grande Guerre, qui marque la fin de l'édification des châteaux en France, la noblesse accomplit avec passion une œuvre de restauration, d'embellissement et de construction. De nouvelles demeures sont édifiées, d'autres sont agrandies par l'ajout d'un bâtiment, d'une tour ou d'une chapelle. Souvent s'y multiplient des éléments de décor signalant le caractère seigneurial de la demeure. En Sologne, par exemple, près des 2/3 des châteaux ont été construits ou reconstruits entre 1800 et 1914. Les chantiers se multiplient en Mayenne, en Anjou, en Limousin, en Franche-Comté, ailleurs encore. Jusque dans l'entre-deux-guerres, la noblesse française reste propriétaire non seulement de la grande majorité des châteaux, mais aussi des plus beaux. Dans la Somme, par exemple, 90% des châteaux ou manoirs sont sa propriété en 1914. Cet investissement affectif de la noblesse dans les campagnes a plusieurs causes. Vivre sur la terre des ancêtres est une manière d'effacer les épreuves de la période révolutionnaire. Un château et une terre dans une même famille depuis de nombreuses générations
matérialise une continuité lignagère et atteste d'un enracinement qui fonde l'influence sociale et l'autorité morale. Le goût de la campagne, de la gestion savante des domaines et des expériences agronomiques sont encouragés aussi par les envolées bucoliques du romantisme. Lamartine, retiré à Saint-Point, en Saône-et-Loire, ou Vigny, dans son domaine du Maine-Giraud, en Charente, sont les archétypes du gentilhomme poète aimant retrouver ses terres. Le discours de l'Église catholique prône aussi le retour à la campagne des élites. Il les incite à donner du travail aux paysans par leur présence et leurs investissements, et ainsi à freiner l'exode rural. J'ai retracé dans Le Donjon et le Clocher l'histoire de l'œuvre des campagnes, institution charitable toujours existante, fondée en 1857 par un prêtre savoyard et une aristocrate légitimiste, dans le but de réanimer la foi religieuse dans les campagnes par l'action conjuguée des prêtres et des châtelains. Cette œuvre des campagnes décrit le monde rural comme un havre de stabilité. À l'inverse, la ville, agitée par les secousses sociales, est perçue comme un lieu de dégénérescence physique et morale, le laboratoire des idées subversives, une menace pour l'ordre traditionnel. Jusqu'à la Grande Guerre au moins, la noblesse reste convaincue que la paysannerie représente un heureux contrepoids à l'agitation urbaine. L'agriculture au XIXe siècle est le seul secteur de l'activité économique dont la bourgeoisie ne prend pas entièrement le contrôle, même si les bourgeoisies provinciales font des investissements terriens considérables, preuve que la terre demeure au XIXe siècle non seulement une source de revenus, mais aussi une voie d'accès à la notabilité, comme sous l'Ancien Régime, elle facilitait l'agrégation au mode de vie aristocratique. Pendant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, avant la Grande Dépression qui commence en 1873 et fragilise la grande propriété, beaucoup de nobles, séduits par l'exemple anglais, se lancent dans de fructueuses innovations, construisent des fermes modèles dotées d'un matériel perfectionné, améliorent les races de bétail, créent des serres qui servent de lieu d'expérience et d'acclimatation. La noblesse s'intéresse à ces fermiers aussi parce qu'avec l'avancée de la démocratie, ils deviennent des électeurs. Les nobles sont très présents dans la vie politique du XIXe siècle. Ils constituent la moitié des députés sous la Restauration. Ils sont 20% sous la monarchie de Juillet et 37% sous le Second Empire. Un tiers des députés élus en 1871 sont nobles. La Troisième République amorce un important renouvellement des élites politiques, mais plus de 9% des députés sont encore nobles en 1910. Rappelons que la noblesse ne représente que 0,5% de la population française. Les nobles sont plus durablement présents encore à l'échelle locale dans les mairies et les conseils généraux. Au cours du XXe siècle, certaines familles ont fait preuve en politique d'une étonnante longévité sur leurs terres ancestrales, telles les Rohan, les Duluart ou les Montesquiou-Fezensac. Au XIXe siècle, l'engagement politique a souvent été contemporain d'une importante restauration du château. C'est le cas pour les ducs de Rohan à Josselin dans le Morbihan ou pour les ducs de La Rochefoucauld-Doudeauville à Bonnetable dans la Sarthe. Mais la noblesse diversifie aussi son patrimoine, surtout dans le dernier tiers du XIXe siècle. Elle investit dans la bourse, s'intéresse aux actifs miniers et industriels, participe à l'essor du capitalisme financier, profite de l'expansion de Paris pour investir dans la pierre urbaine des beaux quartiers. Dans ses engagements et ses comportements, elle dissocie le service du roi et celui de l'État. Aux notions de valeur et d'honneur, elle ajoute celle du mérite, valeur bourgeoise, déjà montante dans l'éthique nobiliaire à la fin de l'Ancien Régime, et soutenue au XIXe siècle par la pédagogie jésuite qui lui octroie un poids considérable.
La noblesse prouve qu'elle n'est pas incompatible avec l'environnement démocratique et que la notion de concours n'est pas antinomique de l'orgueil de la naissance. Toutefois, sa dynamique de l'adaptation reste au XIXe siècle attachée à une tradition d'éminence sociale, privilégiant l'exercice de fonctions publiques, civiles et militaires. Les nobles investissent d'abord l'école militaire de Saint-Cyr, les facultés de droit, l'école libre des sciences politiques, et c'est plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle surtout, qu'ils investiront les écoles de commerce. Aujourd'hui, le lieu de combat de la noblesse est l'entreprise. Les descendants du second ordre ont donc su faire preuve depuis la Révolution d'une remarquable capacité d'adaptation. Ils restent encore présents dans l'armée et l'agriculture, mais ils se sont orientés aussi vers des secteurs plus innovants. Les plus doués d'entre eux, formés dans les meilleures écoles, sont aujourd'hui présents dans toutes les sphères du pouvoir économique, politique et médiatique. Le refrain, associant noblesse et complainte du déclin, ne correspond donc pas à une réalité historique. Si la noblesse suscite encore aujourd'hui de la curiosité ou de l'étonnement, c'est sans doute parce qu'elle reste détentrice d'un privilège, la durée, la temporalité transgénérationnelle, c'est-à-dire le temps accumulé qui ne s'achète pas. Et dans une société agitée par bien des inquiétudes, elle rassure par son obsession à transmettre un héritage, par son sens de la famille et par son art de vivre.